Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il est 15h30, bienvenue. Est-ce que quelqu'un dans le chat peut me dire si vous m'entendez, si vous me voyez? Voilà, on va démarrer par cette question assez simple, hein, c'est une des premières choses. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, excellent, excellent. Donc bienvenue, bienvenue dans ce très bien, voilà, ça arrive, on entend, super. Super. Donc, on se retrouve pour le premier webinaire d'Eikos Concept en collaboration avec Webikeo. J'ai animé dans le passé un grand nombre de webinaires, de classes virtuelles enregistrées, des vidéos, mais là, on démarre une collaboration et tous les mois, je vais partager des retours d'expérience tirés des apprenants, des participants que l'on a dans nos différentes actions. Et ce que je vous propose dans ce webinaire, c'est en même temps, je vais présenter des éléments, mais ce qui va être important, c'est l'interaction qu'on va avoir ensemble. D'accord? Donc, j'ai prévu un certain nombre de choses et vous n'hésitez pas à poser des questions, à partager, à échanger. Je suis parti sur un format d'1 heure parce que je trouve que 45 minutes, c'est bien, mais ça ne permet pas de rentrer dans le détail. Mais si au bout de 55 minutes, on a fini, eh ben, on s'arrêtera là. Donc, je vous propose de vous montrer le programme. Je vais très rapidement vous présenter qui est Ecos Concept. Je vais revenir sur quelques éléments par rapport à ce qui a changé ces derniers temps. Ensuite, je vais vous partager les constats qu'on a eus chez Ecos Concept de nos clients, de nos participants, des managers, des collaborateurs, des chefs de projet, etc. Ensuite, quand on parle d'aider ses collaborateurs, ça passe par quoi? Quelques conseils pour réussir la démarche. Quand on parle de prioriser, de quoi s'agit-il? Et puis, je vous présenterai 3 cas clients illustratifs. Ensuite, il y aura une séquence de questions-réponses où là, on échangera ensemble sur tous les éléments que je n'aurais pas abordés avant. Et puis, je vous présenterai le prochain webinaire qui aura lieu début juillet. Voilà. Bien évidemment, vous aurez ma présentation, mon support. Si vous regardez en replay, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on échange ou qu'on partage. Si vous avez des questions, des attentes ou des points particuliers, mettez-les dans le chat, hein. C'est un webinaire, mais ce n'est pas un cours, une présentation descendante. Je vais m'arrêter par moment, répondre à vos questions et à d'autres moments, les mettre de côté. Donc, si vous avez d'ores et déjà quelques questions, des attentes, un point particulier que vous aimeriez voir, eh bien, écoutez, c'est le moment. Et moi, je les mettrai en réserve et je vais les traiter au fur et à mesure. Donc allez-y, prenez quelques instants pour noter pourquoi vous êtes là, ce que vous en attendez, ce que vous voulez voir. Et puis, je vais démarrer et puis ensemble, on va échanger et partager. Quelques informations sur Ecos Concept. Donc, je suis le dirigeant d'Ecos Concept que j'ai créé il y a quelques années, en 1991. Et oui, en 91. Et notre métier, notre valeur ajoutée, c'est de renforcer la capacité des personnes. Et on parle bien de renforcer parce que très souvent, et on va le voir dans ce sujet, on a des participants, des apprenants qui ont déjà des pratiques. Certaines sont à conserver, parce qu'après tout, pourquoi changer ce qui fonctionne? Certaines sont à faire évoluer, et puis d'autres sont à modifier parce qu'elles ont été adaptées dans le passé et qu'elles ne sont pas forcément actuellement. Et on intervient sur beaucoup de sujets depuis des années, donc on en a l'expertise, maîtriser mon temps, manager, gérer un projet, et dans tous ces éléments, on va retrouver de la gestion des priorités. Et vous avez en dessous tous les éléments sur lesquels on intervient, la boîte à outils. Alors, on est connu comme étant des spécialistes de la gamification pédagogique, de la formation à distance, etc. Donc, on va, on va intervenir sur les deux niveaux de façon à ce qu'effectivement, les personnes qu'on accompagne progressent. Si un des points qui va être important, c'est que, alors j'ai appelé ça dans un monde qui bouge, le monde a toujours bougé. Hein, ça fait très longtemps qu'il bouge et d'ailleurs, heureusement qu'il tourne, mais il y a eu une accélération ces derniers temps qui fait que ce qui a pu être efficace dans le passé, dans la gestion des priorités, peut maintenant être inefficace. Hein, et que on va voir que finalement, il y a beaucoup de choses qu'on faisait avant qui continuent et des choses à modifier mais pas forcément les mêmes selon les personnes et les métiers.
Il y a quatre grands mots, quatre gros mots. Ben, l'hybridation, hein, la Covid-19 en mars 2020 a bousculé pas mal d'habitudes. Donc maintenant, la grande question, c'est plus quand est-ce qu'on se voit, c'est quand est-ce qu'on se voit et où. Et on peut avoir des difficultés à se voir. Et l'hybridation, ça peut être aussi de travailler sur des projets différents, de travailler avec des métiers différents. On a aussi l'incertitude. C'est compliqué de se projeter dans le futur. Et ça amène des effets dans beaucoup d'organisations d'accélération. On a aussi la connexion. Alors la connexion, l'hyperconnexion. Alors la connexion qui vient des mails que l'on reçoit, mais aussi de la tendance qu'on peut tous avoir à regarder nos mails, même quand on n'en reçoit pas. Ce qui peut amener des personnes plutôt organisées qui savent gérer leurs priorités à être tout le temps dans la réactivité. Et enfin, ces derniers temps, ça s'est accéléré, l'intelligence artificielle, avec toutes ces possibilités qui font qu'on va devoir évoluer dans nos pratiques. Or, si on ne gère pas bien ses priorités et qu'on est tout le temps dans la réactivité, il y a un risque de se faire dépasser. Donc ça, c'est des éléments supplémentaires, complémentaires. Et puis, ça amène à ce qu'on a beaucoup de changements, beaucoup de transformations, des accélérations. Nous, en tant que clients, on est devenu encore plus exigeant, on veut tout tout de suite. Ça amène à des modèles nouveaux, ça amène de plus en plus de personnes à travailler en multitâches, en multiprojets avec de multiples personnes. Et donc, on rentrait dans un monde qu'on appelle VICA, c'est-à-dire c'est volatile. Aujourd'hui, je suis leader, peut-être que demain, je vais disparaître, donc j'ai intérêt à bouger. Incertain, on a beaucoup de mal à prédire le futur, complexe, parce que dès qu'on touche à un élément, ça touche à d'autres. Donc on verra qu'il va être important de ne pas tout changer, parce que ce n'est pas quand ça bouge qu'on change tout. Et enfin, c'est ambigu. Est-ce qu'on va à gauche, est-ce qu'on va à droite, est-ce que c'est bien de faire ça ou pas de faire ça? Donc, on va devoir développer une gestion des priorités qui est adaptée à cet environnement, mais ni courir partout, ni attendre en attendant que ça se passe, parce que ça risque de ne pas passer avant un certain temps. Et on peut voir qu'on est passé, ou qu'on passe, d'une organisation dans un monde stable. Je savais à l'avance ce que j'allais à faire, je m'organisais pour le faire, et finalement, être bien organisé, c'est faire ce qu'on avait prévu. Je dis souvent, ça, c'est avant les années 90, quand on avait le temps. J'arrivais le matin, je faisais ce que j'avais à faire, je faisais ce que j'avais à faire dans la semaine, je repartais le soir en disant vivement demain. On est arrivé à une organisation dans laquelle ça bouge, c'est beaucoup plus incertain, c'est imprévisible, en même temps, ça donne plein d'opportunités, et en même temps, ça amène à ce que on soit à se dire j'y vais pas, j'avance ou autre. Ce qui peut amener des difficultés. Et par rapport à ça, c'est un grand classique dans la conduite de projet, hein, il y a le plan, c'est ce qu'on a prévu, et puis il y a la réalité. Alors, si on prévoit rien, on est sûr de ne pas y arriver, mais de toute façon, ça ne se passera pas comme prévu. Et on va voir que dans la gestion des priorités, ça va être important d'identifier ce que les acteurs faisaient déjà. Si j'ai des personnes qui étaient très organisées, peut-être que les aider, ça va être de laisser plus d'espace. Si j'ai des personnes au contraire qui étaient très dans la réactivité, les aider, ça va être de mettre un peu de process, un peu de formalisation pour aider à être encore plus efficace. Et donc, on va avoir d'un côté, euh, oui, c'est important de respecter ce qui a été établi, de suivre, mais moi, je rencontre, et mes collaborateurs, des personnes qui font des to-do list. J'ai quelqu'un récemment qui m'a dit, je fais des listes de listes et ça me déprime. D'accord? Et puis, il y avait un autre participant à côté qui était dans la réactivité qui dit, moi, je liste rien. Alors, je ne suis pas déprimé, mais je suis souvent surpris. Et on va voir que aider ses collaborateurs, ça va être d'identifier de quoi on a besoin. On doit en même temps prévoir des choses et en même temps pouvoir les adapter. Ce qui veut dire d'avoir des marges de manœuvre permettant de le faire. Mais ça, je vais y revenir après. Alors, je regarde s'il y a des questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Très bien. Et donc, par rapport à ça, si on ne fait rien, il y a un risque non négligeable qu'on soit sur, on verra ça demain, puis demain, puis demain, puis demain. Et on rencontre beaucoup de participants qui, durant la période Covid ou avant, disaient on attend que ça se calme un peu pour. Mais ça fait 3 ans, 5 ans, 10 ans. On a, à l'inverse, des personnes qui sont mises en mode réactivité. Alors,
c'est très bien, mais on risque d'éteindre des feux qu'on a soi-même créés. Vous avez ensuite d'autres personnes, et j'en ai de plus en plus, on en a de plus en plus, qui disent bah, ça bouge tellement qu'on attend. Hein, récemment, des participants m'ont dit dans notre boîte, les outils changent tellement souvent que maintenant, quand un outil nouveau arrive, bah, on attend de voir, puis quelquefois, on attend trop longtemps. À l'inverse, la frénésie, on lance 23 projets, on rajoute ça, puis ça, puis ça, mais en même temps, l'activité initiale, elle ne change pas. Ce qui amène à la saturation. Il y a des personnes qu'on accompagne où réellement, ils ont plein de choses à faire et ils se sont organisés, ils gèrent leurs priorités en essayant de tout faire. Et au lieu de les aider, eh ben, ils n'y arrivent pas. Moralité, beaucoup de personnes qui avaient été engagées se disent à un moment donné, on se désengage. Et on risque d'arriver au syndrome que moi j'appelle finir comme la grenouille. D'accord? Alors, finir comme la grenouille dans la conduite du changement, c'est la chose suivante. Alors, c'est purement figuratif, il ne faut pas le faire. Vous prenez une grenouille, vous la mettez dans une casserole d'eau froide. Si vous mettez la température à monter très fort, elle va très vite sauter de la casserole. Si par contre, vous la mettez tout doucement, hein, si vous augmentez tout doucement la température, bah, au début ça va, puis ça va moins bien, puis ça va encore moins bien, puis ça va encore moins bien, et à la fin, quand elle veut sortir, c'est trop tard, elle est cuite. Mais il y a un autre élément, finir comme la grenouille. Bah, c'est la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. C'est-à-dire, à force de prendre, d'exploser. Et réellement, il y a des personnes qui sont moyennement organisées dans la gestion des priorités, mais il y a des personnes qui réellement ont plus de priorités que de temps disponible. Et on doit les aider, non pas à faire ce qui était prévu, mais à réussir à faire des choses qui ont de la valeur, et on va voir comment. D'accord? Voilà, donc ça, c'est important parce que cet élément va être présent et va rester un certain temps, voire même éternellement, et on doit s'adapter par rapport à ça. Alors, ce que je vous propose, c'est, on a beaucoup de participants, que ce soit en formation, donc gestion du temps et des priorités, mais aussi conduite de projet, conduite de changement, management, communication, efficacité collective, formation. Formation, on a ça aussi, hein, de participants qui nous disent: «Je dois faire en une demi-journée, je dois mettre 23 sujets». Et ce qu'ils nous disent, je vais vous présenter ces constats, puis ensuite je vous propose qu'on fasse un petit sondage. Hein. Donc, si vous regardez, j'ai pris quelques visuels, hein, les temps modernes de Chaplin, le problème avec les réunions qui étaient déjà pas terribles avant se sont soit améliorées, soit c'est devenu pire, la surcharge de travail, le multitâche, etc. Si on regarde les grands constats, le premier, grand classique, plus de travail que de temps disponible. Le deuxième, bah, on priorise l'urgence et l'action sur le moyen et le long terme. Le troisième, c'est on est sur de la réactivité. D'accord? Le quatrième, c'est qu'on est sur le fait qu'il n'y a pas de gestion des priorités. Tout est important, on ne cible pas, on ne priorise pas, etc. Le quatrième constat, c'est qu'il y a des projets à gauche, à droite, qui accélèrent, qui ralentissent, qui sont à différents rythmes. Le sixième, c'est qu'on est tout le temps interrompu. Alors, interrompu par des personnes, mais aussi on s'auto-interrompt. D'accord? Et le septième, eh ben, c'est un jour sans fin, c'est-à-dire tous les jours, on revit la même journée, et autant dans le film, au bout d'un moment, ça s'améliore, autant dans la vraie vie, ça risque pas. Donc, ce que je vais vous proposer, hein, c'est, je vais utiliser un sondage. Alors, hop, 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 je regarde, voilà, j'ouvre les votes. Je vous propose de nous dire quels sont les trois qui sont les plus présents chez vos collaborateurs. Alors, les 7 sont bien, mais pour vous, les trois, ça serait lesquels si vous deviez en choisir? Donc, vous avez 3 choix de réponse. Voilà, je vous laisse encore 30 secondes. Si vous avez des questions, un des points, c'est important. Hein, moi, je suis un formateur en synchrone, hein, que ce soit à distance ou en salle. Et l'important, c'est de réagir, de répondre des questions, de partager des expériences. Donc, je vous laisse encore 10 secondes. Alors, comme c'est assez nouveau pour moi, je vais tester comment ça fonctionne. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. A priori, une petite flèche verte. On va voir. Donc,
Si on regarde, le plus important, c'est la sollicitation incessante et perturbation constante. Oui, l'hyperconnexion, alors, ça bouge. Hein. Vous avez ensuite la réactivité permanente, le plus de travail que de temps disponible. Bon, si j'avais laissé 4 possibilités, il y en aurait encore plus. D'accord? Donc, on a effectivement ces éléments qui sont présents. D'où le fait qu'on va aider nos collaborateurs et nous-mêmes. Hein, parce que j'ai démarré une collaboration il y a des années avec une grande entreprise industrielle à la demande de la responsable formation qui me dit Jérôme, j'ai vraiment besoin de m'organiser. Bon, pour la petite histoire, on est intervenu des années avec elle. À chaque fois, elle disait bon, je n'ai pas le temps de venir. Alors, je lui répondais bah, c'est normal, vous n'êtes pas venu à la formation. Et quand elle est partie en retraite, il y a 2-3 ans, elle me dit mon grand regret, c'est de ne pas avoir fait votre formation parce qu'elle avait l'air vraiment bien. Voilà, donc c'était pour le clin d'œil. Maintenant, ce que je vous propose, avant d'aller un peu plus, de rentrer dans c'est quoi la gestion des priorités, on accompagne énormément d'organisations et d'équipes dans l'évolution de leurs pratiques et je vous propose de partager quelques conseils, hein, parce que c'est important de ne pas se tromper de problèmes, sinon on va apporter une mauvaise solution. Quand on regarde qui est concerné, eh ben, c'est à peu près tout le monde. On a aussi bien des dirigeants, des équipes projets, des responsables, des formateurs, des équipes, enfin bref, tout le monde est concerné, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Hein. Et le piège, c'est la solution simple. C'est-à-dire bah voilà, il y a un problème, on va faire une formation. Alors à la gestion du temps, à l'agilité, au travail collaboratif, où on va acheter un outil d'organisation. On va acheter Trello, comme ça on pourra gérer nos tâches, on va coller des post-it sur le mur, on va acheter un outil collaboratif. Ouais. Et quand on fait ça, alors oui, oui, ça peut répondre au problème si effectivement c'est un problème d'outils. Hein. Mais ce n'est pas uniquement une formation, hein, ou en tout cas une formation à la gestion du temps, qui va régler le problème si la cause de ce problème, elle est A, B, C ou D. Donc ce que l'on va voir, c'est l'importance effectivement d'identifier quelles sont les causes. Puis une fois qu'on aura identifié les causes, un des points importants, ça va être de lancer une démarche avec des actions adaptées et surtout d'aller au bout de la démarche. Si j'ai une équipe ou des personnes qui courent partout, ce n'est pas avec une action sur une journée que ça va changer. Il y aura des évolutions, il y aura des éléments, mais c'est bien en intégrant et les personnes et leurs interlocuteurs et leurs managers que tous ensemble, ils pourront améliorer la façon dont ça fonctionne. D'où l'importance de cibler, bah tiens, les managers ont du mal à gérer leurs priorités, ça vient de quoi? Est-ce que c'est l'organisation individuelle? Est-ce que c'est le jeu collectif? Est-ce que c'est l'ensemble des éléments qui leur sont demandés? Est-ce que c'est dans leur temps, ils sont très dans l'action, moralité, ils ont plein de bonne volonté, mais concrètement, il y a peu d'actions pour accompagner les collaborateurs, etc. Donc ça va être important d'identifier ça et puis de se dire, ce qui fonctionne, on va le garder. Hein. Alors, engagement ou implication, alors oui, alors euh, ça peut être tout à fait individuel. Hein. Je rends service à un collègue, ce collègue me dit merci, ça me donne envie de continuer. D'accord? Pareil, l'implication, c'est parce que comme je vois un bénéfice ou un retour sur mon action, ça me donne envie d'y aller. Hein. Vous avez un outil qui est très peu utilisé en France, c'est le feedback. Hein, ou en tout cas, on a du feedback quand ça ne va pas. Et je vais revenir sur ces éléments-là parce que ça va être important de conforter ce qui existe et de faire évoluer légèrement ce qui est nécessaire. Hein. Attention aux super méthodes innovantes qui sont géniales à présenter, mais qui très vite sont abandonnées. Alors, autre point qui va être important, on va cadrer, on va prioriser. OK, voilà la situation actuelle, la situation future. Ça ira mieux parce que quoi? Ça ira pas mieux parce qu'on arrive à tout faire. Personne n'arrivera à tout faire. Mais ça ira mieux parce qu'on n'est pas que dans l'urgence, parce qu'on a eu le temps d'échanger, de partager, parce qu'on a calé le jeu, parce que c'est passé de horrible à raisonnable, etc. Donc, on va se fixer un objectif raisonnable. Puis, on va regarder, OK, quels sont les écarts entre là où on devrait être et la réalité.
Quelles sont la cause de ces écarts? D'où ça vient? Est-ce que les personnes ont conscience des écarts? Si on a des personnes qui se disent il faut tout bien faire, bah, elles ont peut-être l'impression que c'est comme ça qu'on doit travailler. Tant qu'on ne leur a pas fait évoluer leur vision sur non, on ne peut pas tout bien faire. Par contre, on peut prioriser de façon à faire des choses qui ont de la valeur. Même si on leur dit organise-toi, gère ta priorité, ça ne changera rien. Et puis ensuite, on va définir des actions prioritaires parce qu'il vaut mieux se focaliser sur deux, trois éléments et aller au bout que de lancer trop de sujets et qu'il ne se passe rien. Puis, on va se dire, voilà, je vais proposer un parcours adapté, importance d'impliquer les managers, d'impliquer les dirigeants, parce que tout le monde a y gagné à ce qu'on soit plus à l'aise à gérer ses priorités dans un monde qui bouge. Et il y a une notion importante, ça s'appelle des gains rapides. Mais si moi, je veux lancer une démarche et que je n'ai pas le temps de penser à cette démarche, j'ai tendance à lancer cette démarche, puis à passer à autre chose. Et il y a beaucoup de personnes qui sont extrêmement frustrées, et à juste titre, parce qu'on leur a proposé des choses qui avaient l'air super, ça a été lancé, puis il ne s'est rien passé. Moralité, des engagements, des implications, et puis etc. etc. D'accord? Et puis, on va effectivement travailler sur la durée et faire plusieurs fois quelque chose de façon à passer d'une habitude à une autre. C'est bon jusqu'à maintenant, je ne vous ai pas perdu, ça vous va? Je fais une petite pause. Voilà, vous me dites si c'est bon, si c'est pas bon. Vous dites, mais pourquoi je suis venu? Ou chouette. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, j'attends quelques instants. Alors, et puis dernier point, et ça on va voir, parce que dans la gestion des priorités, s'il y a quelque chose dans les projets, dans les changements qui est très peu fait, ça s'appelle stabiliser. Prendre le temps de reconnaître ce qui s'est passé, de débriefer, de partager. Ça, dans la gestion des priorités, c'est un élément fondamental, mais c'est très peu fait. Et c'est très peu fait en plus quand ça va bien, quand ça marche bien. En France, on est très bon pour se voir quand ça ne va pas. Par contre, se poser, investir un petit peu de temps pour améliorer le jeu quand ça va, c'est très peu fait. Voilà, donc ça, je voulais vous présenter quelques éléments sur la démarche qu'on va avoir. Et par rapport à ça, justement, on va regarder sur quoi on va intervenir. Alors, vous avez trois grandes dimensions. Il y a la personne en tant que telle, comment elle est organisée, comment elle gère ses priorités, comment elle s'y prend. Donc déjà, moi, dans le système. Puis ensuite, vous avez le système proche. Mes collègues, mes clients proches, mon manager, mes collaborateurs. Et là-dessus, déjà, comment moi, il y a déjà moi dans le système, et puis la personne avec qui j'interagis. Tiens, j'ai un collègue, il vient voir toutes les 5 minutes, et lui, sa gestion des priorités, c'est je fais tout au fil de l'eau. Alors que moi, ma gestion des priorités, c'est le matin, je prépare ce que je vais faire dans la journée. Ça peut très bien se passer ensemble, comme moins bien se passer. Puis après, il y a le reste du monde. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas forcément de possibilité de choisir. Mon manager, mon organisation me donne un sujet, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Tant que je dis oui, que j'accepte et que j'essaie de tout faire, c'est normal qu'on m'en redonne. Donc, on va travailler sur les trois dimensions, et ces trois dimensions sont importantes. Et un des points que je vous conseille, ce que je vous conseille d'approfondir, et vous avez un bouquin très très bien de Philippe Silberzan et Béatrice Roussel, ils reviennent sur ce qu'on appelle le modèle mental. C'est important d'identifier qu'on a tous des modèles mentaux, des habitudes, des points de vue, des choses qui font qu'on fait plein de choix sans vraiment y penser. D'accord? La plupart sont utiles. Certains doivent être gardés. Beaucoup sont à faire évoluer. Mais plus on va essayer d'expliquer aux gens que leur modèle mental est mauvais, alors qu'il n'est pas mauvais, plus ils vont résister. Par exemple, voilà un exemple de 4 modèles mentaux importants. Bien travailler, c'est tout bien faire. Alors oui, si on a un truc à faire et le temps pour le faire, c'est un très bon modèle mental. Moi, j'interviens pour des personnes qui gèrent des installations nucléaires. Et c'est très bien qu'elles prennent le temps de rentrer dans le détail. Aider les autres, c'est important. Oui, le collaboratif, l'entraide, c'est important. Jusqu'au moment où, à force d'aider trop les autres, on risque de prendre du retard, de ne pas faire ce qui était prévu, etc. Vous voyez, tous ces modèles mentaux sont importants, ils sont utiles,
Sauf qu'à un moment donné, si on ne les challenge pas, il y a un risque qu'ils nous bouffent à répondre rapidement à un mail. Non, toutes les études montrent que plus on répond rapidement à des mails, plus on en reçoit, parce qu'on habitue l'environnement à répondre à tous les mails. Alors, justement, j'ai maintenant vous proposer, alors j'ai pas fait de sondage parce que ça aurait été beaucoup trop long. J'ai fait un petit florilège des causes qu'on peut rencontrer, que j'ai pu rencontrer, que mes collaborateurs ont pu rencontrer ces 20 dernières années. Euh, et je voudrais juste que dans le chat, vous en mettiez, allez, les 4 les plus importants que vous rencontrez dans votre environnement. C'est quoi les 4 causes sur les 15 que j'ai notés que vous rencontrez le plus dans votre environnement. Alors, si vous mettez 10, mettez bien, enfin 11, mettez bien un espace entre, parce que sinon je ne saurais pas si c'est 1, 2 ou 12. Donc, quels sont les 4 que vous avez le plus dans votre environnement? Les 4 causes. Allez-y. Hein, trop d'autonomie. Le 15e est paradoxal. Il y a beaucoup de personnes qui maintenant, parce qu'elles sont reconnues comme compétentes et expérimentées, on les laisse en toute autonomie. Autrement dit, on va les voir que quand ça ne va pas ou à l'entretien annuel. Donc allez-y, quelles sont les 4 causes que vous avez le plus dans votre... Et je vous conseille de regarder ce que vos collègues ont mis. Alors je vais revenir sur la matrice d'Eisenhower, Guillaume, juste après. Alors j'attends de voir. Pour l'instant, ah bah oui, ça ne descend pas, voilà, ok. Alors, 8 et 3, 9, 12, 3 et 7. Alors, je regarderai après 9. 9, tout faire à la dernière minute. Et on est bien d'accord, il y a des choses qu'on fera à la dernière minute. Il y a des choses qu'on fera au pied du mur. D'ailleurs, c'est au pied du mur qu'on le passe le mieux. Mais si on fait tout au pied du mur, on se cogne souvent. Voilà, donc ensuite 3, 8, 13, 2, 1, 8, 9, 13, 1, 5, 9, 1, 7, 9, 11. Alors oui, j'ai beaucoup regardé le webinaire Webikeo, mais là je regarde qu'il faut, je pensais que ça montait automatiquement, voilà, il faut que je descende, je me disais, mais ça ne bouge pas. 11, 13, 5, 1, 4, 9, 7, 5, 8, d'accord, 3, 11, 8, d'accord. Voilà, ok, 7, 15, 12, 8, 7, 15, 12, 8, d'accord. Et vous voyez, si on fait une intervention où finalement on priorise le 1, 2, 3, 4, alors que les personnes qu'on accompagne, il y a trop de process ou pas assez de process, euh, on risque de passer à côté. Donc tout ça est utile, mais on va prioriser. On va prioriser de façon à ce que ça réponde aux apprenants, à leurs besoins. Effectivement, faire soi-même pour que ça soit bien fait est une bonne pratique. Sauf que le risque, au pied du mur, c'est de toujours faire soi-même. Et or, travailler avec d'autres personnes, anticiper, déléguer, faire monter en compétences, c'est important. D'accord? Donc, point important, on va partir des principales causes de difficultés et on va aider les personnes à ce que ça aille mieux. Alors oui. Hop. Alors maintenant, effectivement, hein, j'ai repris quelques éléments sur ce que c'est que la priorisation, parce que pour beaucoup de personnes, prioriser, en même temps, ça paraît évident, et en même temps, c'est pas si facile que ça. Alors, je vous ai mis hein, le fameux triangle pour toute action. Hein. Il y a la qualité qu'on veut atteindre, le coût, c'est-à-dire soit l'argent, soit le temps que ça va prendre, et puis le délai. Alors, les perfectionnistes ont l'impression que tout est faisable dans le temps imparti et avec les ressources dont ils disposent. Et à un moment donné, si on veut que ça soit rapide et que ça ne coûte pas cher, ça sera moins bien. Je ferai peut-être que 50% de ce qui était prévu, mais je ne ferai pas la moitié de ce qui était prévu. Je vais prioriser dans le temps dont je dispose qu'est-ce qui a réellement de la valeur. Je devais faire une présentation PowerPoint, je devais faire 20 planches. Si je dois faire 10 planches, je vais peut-être me dire, je ne vais pas faire la moitié des planches. Tiens, sur ces 10 planches, lesquelles ont vraiment de la valeur. Et donc, on va voir que prioriser, c'est un certain nombre d'éléments. Alors là, je vous les présente, mais ce qui va être important, c'est de les partager. Vous avez un point très très important, ça s'appelle la tyrannie de l'urgence. Alors, c'est pas nouveau, hein. Si on regarde les Grecs anciens, déjà, il manquait de temps. Mais ça s'est quand même sérieusement accéléré ces dernières années. Donc, vous avez déjà deux notions, hein. C'est important, c'est de la valeur ajoutée, ou c'est urgent. Et effectivement, nous humains, on est câblés depuis des millénaires à survivre
quand il y a une urgence, hein, on court pour échapper à la bête sauvage, on s'échappe pour échapper à un risque, et effectivement, à ce moment-là, on rentre dans l'action. Hein. On n'a pas intérêt, quand la bête sauvage arrive, à dire attends, je me pose. D'accord? Et alors, Guillaume dit FOMO, infobésité. Oui, absolument, on va voir ça. Alors, FOMO, c'est le fear of missing out, c'est la peur de rater quelque chose. Et l'infobésité, c'est l'ensemble des éléments que je reçois. Et dans l'action, je vais perpétuellement regarder si j'ai pas un mail, s'il n'y a pas quelque chose qui vient d'arriver, s'il n'y a pas un problème où tout à coup, ah, mais si pendant que j'étais en train de réfléchir, on était en train de m'appeler. Moralité, on passe son temps à s'auto-interrompre. D'accord? Et il y aura plein de moments où on sera à droite. Bien sûr, hein, les pompiers, je reprendrai cet exemple, les pompiers, quand ils sont dans l'action, ils sont dans l'action. Mais ils savent bien que s'ils sont que dans l'action, ils vont passer à côté de la valeur ajoutée. Or, ce qui a notre valeur ajoutée, et la TVA, hein, c'est la taxe sur la valeur ajoutée, c'est tous ces éléments qui vont venir avant, pendant ou après l'action pour nous aider à mieux choisir. Penser, hein, regarder, analyser, aller dans le détail, réfléchir à un sujet, quand on est dans l'action, on ne peut pas. Prioriser, faire des choix, faire des bons choix, et pas uniquement prioriser en avançant, exploiter le passé. Combien d'équipes avancent, 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 et finalement, elles attendent que ça aille vraiment mal pour se poser. Pourquoi? Parce que ça demande un petit peu de temps que de se poser, de regarder le jeu, en disant bah, sur les 3 derniers mois, on a fait ça, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on pourra améliorer simplement. Et puis, partager vraiment, pas simplement dans le couloir, bonjour, ça va, au revoir, mais s'arrêter, échanger, partager. Et c'est ça qui crée la valeur ajoutée. Et si on regarde, on va retrouver une célèbre matrice, qui s'appelle la matrice d'Eisenhower, qui a été développé durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, on lui a donné le nom d'Eisenhower parce qu'il était général en chef des armées alliées. Mais ce qui est important, c'est qu'une tâche, elle peut être plus ou moins urgente, plus ou moins importante. Et le risque, c'est qu'à droite, on est dans le délai. Hein. Jusqu'à 23h59, les impôts, c'est bon. À minuit, c'est 10% de pénalité. Le webinaire a démarré à 15h30. Ben à 15h31, c'est trop tard. Or, le risque quand on est dans l'action, c'est d'être à droite et d'être plutôt en bas. Hein. On a actuellement beaucoup de personnes qui sont organisées en mode dernière minute. Et finalement, je crée de la valeur parce que j'ai résolu des problèmes, j'ai géré des crises. Or, la prioriser, ça va être ne pas tout faire de façon à retrouver ou avoir du temps à valeur ajoutée qui permettra justement de ne pas toujours être dans la réaction. Un autre point qui va être important, ça va être de faire des choix. Hein. Et effectivement, ça va être de passer de je fais tout à chaque fois pour tout le monde à peut-être que je ne vais pas tout faire, peut-être que je vais faire 50%, une partie, peut-être ne pas le faire tout de suite. Et souvent, quand on nous dit c'est urgent de faire ça, c'est urgent de le dire. On doit désapprendre aux personnes parce que c'est urgent, il faut le faire tout de suite. Souvent, c'est urgent que je te demande de faire ça pour la semaine prochaine. Et d'ailleurs, pour la semaine prochaine, je n'ai pas forcément besoin de tout. Or, quelqu'un qui tout de suite va dire je vais faire, finalement, n'aura pas ces informations. Ça va être aussi de se dire peut-être qu'il y a des choses que je dois faire moins souvent. Pourquoi? Parce que ça permettra en faisant ça de libérer un peu de temps pour investir dans des actions moyen ou long terme pour améliorer le jeu. Le but, c'est pas de passer de je suis tout le temps dans l'action à je suis plus jamais dans l'action, mais ça va être d'avoir des moments dans lesquels je vais retrouver de la valeur ajoutée, de l'échange, du partage, de la priorisation, de l'anticipation. Alors, il y a des personnes qui sont trop bien organisées et qui finalement n'arrivent jamais à avancer. Et à l'inverse, vous avez des personnes qui n'ont aucune organisation, qui sont très dans la réactivité. Or, elles n'ont pas forcément besoin des mêmes choses. Et quand on les a dans l'information, dans une formation, c'est intéressant de les faire partager. Puis, qu'il y en ait eu, celles qui étaient trop organisées, qu'elles se laissent des marges de manœuvre. Et puis, la personne qui n'était pas du tout organisée, qu'elle commence progressivement à certains moments à aller en haut à gauche, dans l'important et le pas encore urgent. Mais en aucun cas, de passer de l'un à l'autre, ça ne fonctionne pas et ça ne dure pas. Alors, un des points qui va être intéressant, et c'est une réflexion, vous aurez mon support, très souvent, dans l'action, on est sur les activités à réaliser.
Et ça, c'est important. Mais c'est aussi important d'aider les personnes à prendre un peu de recul sur les activités sont au service des missions clés, des objectifs, de ce qu'on attend. Mais c'est aussi important de se dire, bah, moi, finalement, là où je suis, à moyen et long terme, comment je me vois. Il y a des personnes, ils ont envie de progresser, il y a des personnes qui ont envie d'avoir des bonnes relations avec leurs collègues, il y a des personnes qui ont envie d'approfondir un sujet, il y a des personnes, elles veulent juste, et c'est très bien, avoir un travail agréable et apprendre des choses. Ça va être important de se dire finalement quelles sont les sources de valeur à ajouter et non pas tout ce que j'ai à faire. Parce que si je démarre par tout ce que j'ai à faire, j'ai jamais le temps. Donc, ça serait quoi sur lequel je devrais passer un certain temps de façon à créer de la valeur? C'est quoi les 2, 3, 4, 5, 6 missions clés? C'est quoi les activités sur lesquelles, en les faisant, j'ai pas tout fait, mais j'assure de la valeur ajoutée? Alors, vous avez des personnes qui savent ce qu'elles ont à faire, mais souvent la liste est très longue. Et souvent, il y a des personnes qui confondent les tâches à réaliser, les activités avec la valeur ajoutée. Donc, par rapport à ça, ça ne sera pas le même chemin. Et puis, bah, autre point, on va faire des choix. La fameuse règle des 20-80, qu'on appelle la loi de Pareto. 20% de nos actions représentent 80% de la valeur ajoutée. C'est quoi ces actions, hein, on l'a vu juste avant, où en les faisant, je crée de la valeur. Alors, très souvent, ça peut être, je ne les ai pas identifiées, donc je ne les fais pas. Attention, ce n'est pas parce qu'on les aura identifiées qu'elles vont forcément apparaître par magie. Mais en tout cas, ça permettra de focaliser, de se dire, voilà, quoi qu'il se passe aujourd'hui ou dans la semaine, il faut que je fasse ça. Ce qui peut amener après à négocier avec ses collègues, avec son client, avec son manager. Mais en tout cas, on a identifié ce qui allait être important. Vous avez après une autre méthode qu'on appelle Moscou. Alors, on va prendre que les consonnes. Moscou, c'est, voilà, il y a le must-have, c'est indispensable. Ça, je ne peux pas faire l'impasse. C'est les fondamentaux de mon action. Je dois absolument faire ça. Le should-have, ça serait bien de l'avoir. Le could-have, c'est bon, si j'ai fait tout le reste, pourquoi pas? Et ça, je ne le ferai pas, je le ferai une autre fois. Et aider un collègue, si votre métier consiste à aider des collègues, c'est très bien. Mais si aider vos collègues parce que vous les avez habitués, parce que vous aimez bien, parce que vous êtes sympa, parce que vous aimez rendre service, etc., parce que vous êtes compétent, bah à un moment donné, si ça remplit vos journées alors que ce n'est pas votre activité principale, il faut que ça passe de should have à peut-être could have. Mais peut-être se dire, bah, tiens, lui ou elle, je l'ai habitué à tout le temps l'aider. Est-ce que finalement, ça l'aide que je fasse à sa place? Donc, on travaillera sur comment autonomiser, comment éviter de récupérer ce qu'on appelle le singe. Vous savez, le singe, c'est les trucs que les gens vous amènent en disant Jérôme, tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Et si ça finit par laisse, je m'en occupe, eh bien, je viens d'apprendre à la personne à me refiler des singes. Et finalement, je me retrouverai à faire ce que je ne devais pas faire. Alors, un des points très très importants et qu'il faut absolument travailler, ça s'appelle ritualiser et compartimenter. Ça, c'est un point fondamental. Hein. Si vous regardez les pompiers, bien sûr, ils sauvent des vies. Ils sont dans l'important et l'urgent. C'est clair. Mais si on regarde ce que font les pompiers, qu'est-ce qu'ils font d'autre qui est important et pas urgent? Alors, je vous propose dans le chat de me dire quelles sont les activités que font les pompiers, hein, en dehors de sauver des vies et intervenir. Sachant qu'ils détestent être en bas à droite, dans l'urgent, hein, ils détestent qu'on les déplace pour rien. Et ils ont raison, parce que pendant ce temps-là, c'est au détriment d'autres personnes. Entretien du matos, oui, absolument. Absolument. Prendre du temps pour entretenir le matos, l'améliorer, etc. Quoi d'autre? S'entraîner, faire du sport, entraînement physique, oui. Débriefer aussi, oui, absolument. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'ils font les pompiers? Absolument, Anne-Sophie. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Le bal des pompiers aussi. Passer la quatrième mi-temps, passer un bon moment. Vous voyez? Et si on regarde, et je vous ai mis, vous pourrez cliquer sur le lien, la caserne des pompiers, ils présentent tous les rituels qu'ils ont mis en place de façon à ne pas être que dans l'action. Manger, se former, accueillir de nouveaux, etc. Parce qu'eux, ils savent que sur le terrain, ils ne peuvent pas être mauvais. Leur vie est en danger, la vie d'autres personnes. Et donc, ils ont dans leur journée des moments qui vont permettre justement de la prévention, oui, avant l'été, d'aller repérer les chemins, de débroussailler, etc. D'accord?
Ils savent très bien que c'est parce qu'ils seront en haut à gauche dans l'important et le pas urgent qu'ensuite, sur le terrain, ils seront efficaces. Autre point qui va être intéressant, et ça vous pourrez regarder tranquillement, voilà quelques exemples de rituels. Alors, beaucoup de gens les ont. L'intérêt, c'est que ça soit partagé. Moi, des rituels pour moi, traiter mes mails. Si on regarde ces mails en permanence, on s'auto-interrompt tout le temps. Il est compliqué de travailler sur des priorités à moyen et long terme. Hein, on va utiliser une technique où pendant 5-10 minutes, plusieurs fois par jour, on va traiter ces mails. On s'organise souvent à la journée, mais si on est à la journée, c'est dommage. On va s'organiser plutôt à la semaine ou au mois, de façon à pas que être à la journée. D'accord. On va aussi prévoir des moments où on va échanger ou partager. En collectif, faire ce qu'on appelle une rétrospective, parler, tiens, la façon dont on gère ça, la façon dont on a gérer nos différents clients, qu'est-ce qui marche bien, qu'on doit garder, qu'est-ce qu'on pourra améliorer simplement et qu'est-ce qu'on change et qu'est-ce qu'on teste. Voilà. Tous ces éléments qui vont permettre justement de pouvoir mieux prioriser nos actions, de mieux travailler ensemble, d'améliorer le jeu et se dire que bah, aujourd'hui, c'était comme ça, demain, ça sera peut-être meilleur qu'aujourd'hui. Alors que sinon, le risque, c'est un jour sans fin et perpétuellement, on revit la même journée. Voilà, donc je voulais vous présenter. Donc voilà les éléments qu'on va travailler, mais en fonction des personnes, certains vont dire, bah nous, non, non, on fait effectivement ça régulièrement, génial. Et puis d'autres vont dire, bah non, on ne l'a jamais fait, bah, ok, on ne va pas le faire toutes les semaines, mais peut-être que commencer à en faire ensemble permettra d'être plus efficace. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous présenter quelques cas clients, et puis ensuite, bah, je répondrai à vos questions, on échangera et on partagera. Donc, j'ai choisi 3 cas clients illustratifs. Hein, il y en a bien plus que ça fait longtemps qu'on existe, on travaille avec beaucoup de clients. Premier cas que j'ai rencontré dans la distribution, une entreprise connue et reconnue, leader sur son marché, où les gens, franchement, enfin, on y vit bien, etc. Beaucoup d'innovation, beaucoup d'envie, beaucoup de marge de manœuvre, c'est vraiment super. Sauf qu'une accélération ces derniers temps qui fait qu'ils sont dans l'urgence. Et là, chose qu'il n'y avait pas avant, depuis la Covid, turnover qui augmente, désengagement, perte de repères, épuisement. Donc, notre mission, hein, c'est continuer à avoir l'innovation, l'échange et le partage, et en même temps, faire en sorte que les collaborateurs et collaboratrices, magasins, sièges, entrepôts logistiques, etc., ça se passe beaucoup mieux. Et donc, on a développé un programme de formation qui s'appelle Réussir ses priorités chez, 3 petits points. Et ce qui est important, c'est d'avoir 2 jours en salle. Alors, c'est important les 2 jours en salle parce que ça permet d'échanger, de partager, de vivre des expériences, de passer des bons moments. On se rend compte que finalement, les collègues, ils sont comme moi, ils ont du mal, mais en même temps, ils font des trucs super. Puis, on laisse passer un petit peu de temps et puis, on a une demi-journée à distance qui permet de faire le point, sachant qu'on intervient aussi bien au niveau national, où on a des personnes mélangées de différentes équipes, de différents métiers, que aussi bien au niveau local, ou dans un même magasin, on va avoir tous les responsables, ou toutes les personnes de la même équipe. Et c'est super intéressant parce que ça permet de travailler sur le réel. Alors, pour ceux que ça intéresse, et vous pourrez y avoir accès, je vous ai mis un exemple de programme. Et ce qui va être important, c'est que ce programme, on le prévoit à l'avance pour nos clients. Et ensuite, à chaque groupe, c'est différent. Parce que vous allez avoir des personnes qui vont réagir différemment, qui n'ont pas forcément les mêmes besoins. Et un bon programme pédagogique, hein, vous savez comme moi, s'il y a des formateurs dans le groupe, si on prévoit des choses par rapport à l'environnement, et on va s'adapter aux apprenants, à leurs particularités, à ce qu'ils font déjà bien. Et quand il y a quelqu'un qui a mis en place des façons de faire qui sont efficaces, c'est beaucoup plus efficace quand c'est lui ou elle qui en parle que quand c'est le formateur extérieur, même s'il connaît son métier. D'accord. Et ce qui va être important, parce qu'on on est aussi des spécialistes de la pédagogie et de la gamification pédagogique, c'est toujours, ils ont vécu des expériences, de leur donner des repères, leur permettant d'analyser et de prendre du recul sur ça, je le fais bien, je continue. Ça, je le fais bien, mais je pourrais l'améliorer. Ça, je le fais moyen, voilà comment faire autrement. Et
et d'être dans l'application. Et c'est là où je vous ai mis quelques exemples de jeux et d'activités, parce que ça permet de sortir du cadre et de vivre une expérience, et après de revenir en disant, OK, on a vu maintenant, grâce à un jeu de construction qui avait de l'urgence, maintenant comment faire, vous, dans votre situation, pour que l'urgence ne soit pas en permanence alors, donc, dans son emploi du temps, dit Guillaume, on s'arroge des trous sans activité. Alors, si vous mettez dans votre emploi du temps rien, oui, effectivement, on va prévoir des moments, mais ça va dépendre de votre activité. Est-ce que c'est plutôt à certains moments, plutôt à d'autres? Et c'est important et de travailler sur concrètement. Si on dit prenez du temps, il ne se passe rien. Hein, c'est important durant la formation, l'atelier, etc., que chacun des participants regarde son flux, sa façon de travailler et se dise, tiens, ça pourrait être à ce moment-là, mais finalement, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas? Est-ce que je ne prends pas ce temps-là ou est-ce que je n'ai pas vendu à mon manager, à mes collègues, j'en avais besoin? Donc, ça va peut-être démarrer par déjà, il est prioritaire de vendre le bénéfice. Donc, qui dit vendre de bénéfice va être déjà de sensibiliser sur le fait que c'est un manque et que ça rapporterait de le faire. Vous voyez, donc, il ne suffit pas de déterminer qu'il y a un problème pour que la solution se mette en œuvre. Si je veux voir mon manager en disant je manque de temps, il va dire organise-toi. D'accord? Alors, deuxième exemple, alors c'est un exemple type. Hein, j'ai repris beaucoup de choses qu'on rencontre auprès de beaucoup de managers. C'était déjà le cas avant, mais avec la Covid-19 et le monde qui bouge, on a des personnes qui sont beaucoup dans des managers qui sont beaucoup dans l'action, la réaction, ce qu'on appelle le run. Et alors là, j'ai pris un exemple d'une culture d'ingénieurs. Les ingénieurs sont des gens très très bien, mais quelquefois, ils ont tendance à penser que si c'est bien réglé, ça va fonctionner tout seul. Et on se retrouve avec des travails en silo, du désengagement. Et puis, paradoxalement, ils se voient plus facilement à distance, donc ils se voient moins en réel. Et résultat, les équipes disent, moi j'ai un manager, mais il ne manage pas. Et quand j'ai les managers, ils me disent, mais on n'a pas le temps de manager. Ou en tout cas, la plupart ne prennent pas ce temps, ou on ne leur donne pas le temps. Et la façon dont on a procédé, c'est de travailler sur, justement, c'était pas gestion du temps, réussir ses priorités, c'était manager en contexte hybride et incertain, ce qui amène à revenir sur les fondamentaux du management, et puis avoir un manager, c'est quelqu'un qui manage, mais c'est ni être tout le temps présent, ni tout le temps absent. Alors, pensez-vous qu'il y a un risque de tyrannie d'outils de gestion? Oui, comme tous les outils, je ne connais aucun outil qui ait résolu un problème. Ce n'est pas l'outil qui résout le problème. Hein, c'est l'outil, ça dépend comment on s'en sert. Donc, ce qui va être important, c'est de voir comment on va le... Mais je vais y revenir après. D'accord. Et puis, dernier exemple. Alors là, j'ai choisi une équipe, un exemple, direction comptable et financière, 80 personnes. Et le responsable qui venait d'arriver se rend compte que, comme c'est des personnes qui sont très pris, très organisées, très structurées, jamais disponibles. Et donc, au bout d'un moment, les gens commencent à se dire, on ne les voit jamais, ils ne sont jamais disponibles parce qu'ils sont en clôture, etc. Donc, après tout, qu'ils soient là et qu'ils ne soient pas là, ça ne change rien. Donc, ils commençaient à se dire, et là, le responsable s'est dit, il faut absolument qu'on retrouve du temps pour créer de la valeur, proposer des choses. En plus, avec l'arrivée des IA, une grosse partie de nos métiers vont être bousculés. Or, actuellement, les personnes étant très prises dans leur quotidien, elles n'ont pas le temps. Et, et quand j'ai rencontré 5 personnes, parce que j'ai demandé à rencontrer 5 personnes, je me suis rendu compte qu'effectivement, elles étaient plutôt bien organisées, mais en mode, tant que je n'ai pas fini ce que j'ai à faire, je ne passe pas à autre chose. Hein. Et comme ça n'arrivait jamais, il y avait un risque non négligeable que tous les jours, ils reportent. Et donc, on a travaillé à plusieurs niveaux. On a mélangé des équipes, sièges et régions, et on a travaillé sur créer de la valeur dans la relation client. C'est déjà peut-être prioriser ce dont il a besoin. Quand il me demande les chiffres sur les 5 dernières années, lui envoyer des têtes de données, ça n'a pas vraiment de valeur ajoutée. Puis ensuite, on a accompagné les managers et l'entreprise euh, à, à libérer du temps. Alors, c'est la responsable qui a obtenu ça. Hein. Il y a eu des ateliers qui ont été faits en autonomie,
animé par les managers. Alors, on est intervenu par moment pour faciliter, mais ça a permis de travailler sur des chantiers d'amélioration, de virer des activités qui avaient plus de valeur ajoutée, etc. Et ça a permis, ça a demandé plusieurs trimestres, mais ça a permis de considérablement faire évoluer ces personnes qui ont retrouvé du goût au travail, qui ont mieux échangé, qui ont mieux partagé. Ça n'a pas changé leur métier, mais cela leur a permis de passer de on fait tout et on le fait bien à on fait des choses qui ont de la valeur et on est proactif et on propose des choses tout en continuant à bien travailler. Voilà, donc ça c'était pour vous présenter les différents éléments concernant comment aider les collaborateurs à prioriser dans un monde qui bouge. Je vous propose qu'on se laisse 10 minutes pour vos questions. Dites-moi s'il y a des questions, s'il y a des points, des éléments. Bien évidemment, hein, je ne suis pas rentré dans le détail parce que, un, on va adapter, enfin, il faut adapter. Et puis deux, mais est-ce qu'il y a des points? Allez-y, donc je regarde s'il y a des questions. Donc, il y avait Guillaume qui disait, pensez-vous qu'il y a une risque de tyrannie des outils de gestion? Oui, oui, si l'outil est mis non pas pour sa valeur ajoutée, mais par rapport à des contraintes, hein, ou s'il n'y a pas de temps d'adaptation de l'outil par rapport au réel. Un outil peut être très efficace. Je reprends Trello. Hein, je reprends Trello. Alors Trello, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil. On découpe des choses à réaliser en tâches et au lieu de coller des post-it qu'on déplace, on a un outil qui permet de les organiser, de les partager, etc. J'ai vu combien d'équipes qui avaient démarré avec ça, où après, ils avaient 300 éléments dans leur Trello et passaient plus de temps à modifier leur Trello qu'à avancer. Alors, il y a des métiers qui en ont besoin, c'est leur quotidien et c'est génial. Il y en a où c'est superflu. Alors, comment réussir les retours d'expérience? Le grand classique dans beaucoup de projets, c'est que quand tout va bien, on n'en parle pas, parce qu'après tout, c'est normal. Et, alors, hein, le retour d'expérience, vous avez deux types de retour d'expérience. Vous avez ce qu'on appelle le REX ou le RETEX, qui en général va être fait à la fin d'un projet, d'une période, ou quand il y a eu un problème. D'accord? Et puis, vous avez ce qu'on appelle la rétrospective. Alors, la rétrospective, c'est un truc très ancien, ce qu'on s'appelle la quatrième mi-temps au sport. Hein, première mi-temps, je joue. Deuxième mi-temps, je joue. Troisième mi-temps, on fait la fête qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu. Et quatrième mi-temps, on refait le match. C'est ce que font les pompiers, ce que font les militaires. Voilà. Et là, à ce moment-là, la rétrospective, c'est on va prendre un sujet de la façon dont on gère les mails entre nous, de la façon dont on s'organise pour répondre à ça, parce qu'il faut que ça soit focalisé. Qu'est-ce qui marche bien et qu'on peut garder? Qu'est-ce qui marche mais qu'on devrait améliorer? Et qu'est-ce qu'on devrait changer? Et on va se focaliser sur un truc simple et pas on change le monde. Et ensuite, on va se dire qu'est-ce qu'on teste d'ici à la prochaine fois. Moralité, on va prévoir dans son temps des moments d'amélioration du jeu. D'accord? Quoi répondre à tu es débordé, tu dois prioriser? Alors déjà, oui, alors le post-mortem, le pré-mortem, mais la rétrospective se fait tout au long, en permanence. Hein, en permanence. C'est pas à la fin d'un projet. Ça peut être sur ce qu'on veut, ça peut être sur la façon dont on gère le dossier, la façon dont on priorise. On va prendre un sujet. Alors, ensuite, il y a que répondre à tu es débordé, tu dois prioriser. Alors déjà, la première chose, c'est de se dire, quand on vous dit ça, est-ce que réellement c'est le cas et qu'est-ce qu'on entend par déborder? Est-ce que déborder, ça vient du fait que vous avez du mal à vous organiser, vous essayez, vous notez rien, enfin je ne parle pas de vous, hein, vous notez rien, ou est-ce que ça vient du fait que au début ça allait, puis on va rajouter ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, ou est-ce que ça vient du fait que votre façon de faire à vous, c'est il y a des personnes qui aiment bien faire à la dernière minute, vous, d'autres personnes qui aiment bien faire à l'avance. Est-ce que la personne qui vous dit ça, c'est de son point de vue. Donc, à la bonne question, tu es débordé, tu dois prioriser, la bonne réponse, ça serait bah, en quoi ça pose difficulté et finalement, qu'est-ce qui manque? D'accord? Mais c'est.
c'est intéressant parce qu'on a beaucoup de participants qui sont envoyés en formation, et c'est très bien, euh, par des managers, où quand on creuse dans le détail, oui, le participant, il a besoin de s'organiser, mais son manager aussi. Alors, hein, tout niveau hiérarchique, hein, les managers sont aussi des collaborateurs. Et dans une organisation, euh, quand la culture de la gestion des priorités est présente, euh, c'est plus facile. Il y a des années et des années, j'ai été sollicité par un grand groupe, je ne peux pas dire le nom, mais par une entreprise qui va vite, qui lance plein de sujets, qui est très dans la culture sportive. Et ils m'ont dit, Jérôme, ta mission, c'est de nous apprendre à trouver la cible avant de tirer. Pourquoi? Parce que c'était à l'époque une entreprise qui partait dans tous les sens et ils se dispersaient, etc. Et donc, on a travaillé sur, non pas courir moins vite, mais par moment s'arrêter, prioriser, regarder, on va faire des choix, se dire, OK, il y a 5 trucs à faire, mais je ne peux pas faire les 5 bien. Alors, soit je fais les 5 mal, soit il y en a une que je ne fais pas, soit il y en a une que je reporte, soit il y en a une j'en fais que 20%, soit il y en a une on sous-traite, etc. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Dites-moi. Dites-moi, dites-moi. D'autres questions ou d'autres points? Alors je regarde s'il y a des choses qui arrivent. Comme il y a un petit temps de latence, j'attends de voir. Pouf. Non, je compte jusqu'à 5, 4, 3, 2, 1. Alors, hein, le prochain webinaire, l'idée, c'est d'avoir des webinaires qui sont différents, mais qui sont sur des problématiques. Je vous présente alors, c'est un tableau que j'aurais pu prendre aujourd'hui, mais je ne l'ai pas pris aujourd'hui. Vous avez, voyez, la situation était A et je la connaissais. Elle n'était pas forcément idéale, mais je la connaissais. Et puis tout à coup, il y a eu un changement, il y a eu une évolution, il y a eu quelque chose qui a bougé. Et on a une période qu'on appelle la vallée du désespoir. Alors, d'ailleurs, quelqu'un qui priorisait pas, quand il commence à prioriser, souvent, il y a une première étape qui est de se dire, mais avant je faisais tout au fil de l'eau, maintenant, je me rends compte à l'avance des difficultés que je vais avoir. Mais le fait de prendre conscience des choses permet d'avoir un moment où on va passer de j'ai l'habitude de faire quelque chose à il faut que je passe à une nouvelle habitude. Et c'est pour ça que ça doit être accompagné. Et donc, en fonction des éléments, on peut, après une période de transition, en sortir mieux qu'avant, on est en haut, en sortir pareil qu'avant, hein, ça s'appelle la résilience, c'est-à-dire après un choc, je me remets comme avant, en sortir un peu moins bien qu'avant, ou aller carrément dans c'est la loose totale, c'est fini. Et donc, il y a un élément qu'on travaillera, que j'aborderai avec vous le 3 juillet à 14 heures, c'est le prochain webinaire, je vais bientôt le publier, et ça va être roulement de tambour. Je vous partagerai, et hein, c'est tout à fait complémentaire, les 5 clés qu'on a identifiées en accompagnant un grand nombre d'équipes et d'organisations ces 20 dernières années. Quelles sont les 5 clés pour renforcer la capacité des équipes, que ce soit au niveau individuel et ou collectif, à réussir les changements et les transformations? Parce qu'effectivement, on a vu aujourd'hui gérer ses priorités dans un monde qui bouge. Mais on a aussi, si on ne travaille pas sur certains éléments, et je reviendrai sur la gestion des priorités, parce qu'il va être prioritaire, par exemple, de stabiliser. Hein. Très souvent, quand le changement se passe bien ou pas, on passe à autre chose. Hein. Travailler sur investir un petit peu de temps pour stabiliser, pour capitaliser, renforce considérablement la capacité des équipes à réussir les changements et les transformations. Voilà, on arrive au bout de ce webinaire. Moi, ça m'intéresse d'avoir vos retours. Donc, je vous partage, hein, si vous voulez nous contacter, donc mon mail, c'est bokeh@teikos-concept.com. Voilà mon numéro de portable et le numéro du fixe. Je vous remercie de votre présence. Alors, j'aimerais bien avoir votre retour, ce que vous avez apprécié. S'il y a un truc à modifier, dites-le moi, parce que c'était mon premier webinaire sur Webikeo. Donc, ce que j'ai découvert, par exemple, c'est qu'il faut que je descende la barre à droite, sinon je ne vois pas qui pose des questions. Dites-moi, dites-moi.
votre retour. Est-ce que vous vous dites, tiens, j'ai bien fait de venir à ce webinaire? Et puis pour vous qui regardez en replay, hein, vous pouvez donc me contacter sur LinkedIn où j'échange souvent. Et puis si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on vous conseille, vous avez le lien vers notre site. Alors le site, j'ai prévu de le mettre à jour, mais on est en train de créer un nouveau. Donc pour l'instant, on garde celui-là. Donc dites-moi dans la conversation. Ah voilà. Trop bien votre présentation, merci. Est-ce que la présentation... Oui, oui, absolument. Oui, 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 hein, Marilyn, je vous ai présenté. Bah, c'est pas de les présenter qui a de la valeur, c'est de les vivre, c'est de les partager. Hein, quand on intervient en formation, en accompagnement, l'objectif, c'est pas que nos apprenants se souviennent de ce qu'on a présenté. Ce qu'on présente est un moyen pour les personnes de prendre du recul. Et ce qui est très important à la fin d'une intervention, c'est que, et c'est réel, tout le monde se dise, finalement, je m'en sors pas si mal. Et je vois deux, trois trucs à faire assez rapidement qui vont me permettre que je passe des meilleures journées et vivement demain. Excellent. Merci à vous. Merci de votre présence. Il est 16h30. Je vous souhaite une bonne semaine. Et donc, on se retrouve début juillet, où on se retrouve sur LinkedIn ou sur le site d'Ecos Concept. Et ma présentation sera effectivement disponible très rapidement. Merci à vous, merci à Bir, merci à tous. Bonne journée. Ah voilà. Voilà, oui, oui. Animation top, élément intéressant. À mon sens, les sondages, oui. Voilà, donc c'était très intéressant. Oui, oui, alors je vais regarder, parce que c'est passé vite, je vais regarder les sondages, parce que moi, ça m'intéresse aussi, parce que là, je vous ai partagé ce que des centaines d'apprenants nous ont dit, hein, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi votre retour. Sur ce, on arrive au bout. Je vous dis à très bientôt. Merci. Hop. 5, 4, 3, 2, 1.